Bienvenue sur le podcast Les Créateurs. Je suis Jonathan Hamel, médecin et écrivain. Ici, je parlerai à des invités venant de domaines très variés, que ce soit la médecine, la littérature, le sport, la comédie. Tous pratiquent leur discipline dédiée au plus haut niveau. Ensemble, nous tenterons de découvrir leurs points communs, de comprendre leurs passions, de connaître leurs mentors, leurs habitudes de travail, mais aussi ce qui les fait douter, ce qui les fait rêver. Aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Arthur Guérin-Boéry. Arthur est apnéiste professionnel. Entre 2013 et 2016, il décroche 5 titres de champion du monde dans sa spécialité, l'apnée dynamique en bassin et en mer. Il est également détenteur de 8 records du monde. En 2015, il sera notamment champion de France en réalisant le plus haut score au combiné de l'histoire de l'apnée française, soit 603 points, répartis entre l'apnée dynamique avec et sans palme et l'apnée statique, dans laquelle il n'est pas spécialiste, mais où il restera tout de même 6 minutes et 22 secondes sous l'eau. Après 2016 et son record absolu de 300 mètres en piscine, il décide de concentrer ses efforts sur l'apnée sous glace. En quelques années, il fera sienne cette discipline avec tout d'abord des records du monde en combinaison, avec puis sans palme. Et en mars 2022, après plusieurs années de préparation, il nagera 105 mètres sous la glace d'un lac gelé du Canada, avec comme seule protection son maillot de bain. Parallèlement à ses activités, Arthur donne des conférences sur le dépassement de soi et organise des stages de découverte de l'apnée en piscine et sous glace. Aujourd'hui, il partage son temps entre Paris et Nice où il se perfectionne en apnée de profondeur. Il est également chanteur, guitariste et titulaire d'un diplôme d'ingénieur du son. Vous pouvez lui écrire sur Instagram @Arthur Guérin-Boéry. Arthur, bienvenue chez les créateurs. Merci, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, tu Belle as... présentation, bien exhaustive. Oh, merci. Alors aujourd'hui, tu as déjà accompli beaucoup de choses dans le monde de l'apnée. Quand tu penses aux prochains mois, aux prochaines années, qu'est-ce qui t'excite le plus quand tu penses à ton sport, que ce soit au niveau loisir et au niveau compétition, ou plutôt professionnel? Bah, ce qui est assez excitant et qui est sympa de constater, c'est que l'apnée évolue quand même pas mal ces dernières années et je suis plutôt optimiste dans le développement de ce sport qui est en train de prendre de plus en plus d'ampleur. Et là, on commence à voir, ça y est, sur certaines compétitions d'apnée internationales, enfin des vrais sponsors qui s'alignent comme partenaires officiels, voilà, avec des vrais budgets de communication qui sont débloqués. Donc ça y est, on est en train d'entrer dans une nouvelle phase par rapport à cette discipline, qui a failli être d'ailleurs olympique à Paris. On a failli être sport de démonstration. C'est passé à peu de choses. On a fini par se faire voler la place par la breakdance, donc Ah bon? qui sera sport de démonstration à Paris. Mais on n'est pas passé loin, donc ce qui est bon signe. Et voilà, de plus en plus de signes comme ça, assez positifs pour l'avenir de ce sport qui est en train de prendre de plus en plus d'ampleur. Donc c'est plutôt encourageant. Donc je vois ça plutôt pour répondre à ta question, je vois ça plutôt d'un bon œil pour l'avenir de l'apnée sur les quelques années, ouais, les quelques années qui arrivent. Là, ça va vraiment dans le bon sens, quoi. Oui, au niveau loisir aussi, parce que les clubs sont pleins Au depuis niveau longtemps, loisir hein. aussi, ouais, ouais, bien sûr, parce que il y a de plus en plus de clubs qui se développent en France, notamment en région, hein, pas que sur la Côte d'Azur entre Nice et Marseille, hein, évidemment. On a des clubs partout en France, voilà, dans toutes les grandes villes ou même en région, hein, comme je disais. Aujourd'hui, c'est vraiment un sport qui se développe même dans des endroits où on s'attendrait jamais à voir des clubs d'apnée. Voilà, donc évidemment, dans tous ces endroits-là, la plupart du temps, on pratique en piscine. Donc c'est de l'apnée indoor, ce qui est très bien. Hein. Souvent les gens se disent ah ouais mais c'est nul, c'est en piscine. Non non, pas du tout. Il y a une vraie discipline d'apnée à part entière qui se pratique indoor.
Donc on a évidemment l'apnée dynamique, on peut aussi faire de l'apnée statique, on peut plonger en fosse d'ailleurs quand on a des fosses à proximité. On peut aussi plonger en lac, là où on a la chance, dans les régions, on a la chance d'avoir de beaux lacs, comme dans la région d'Annecy ou dans les Alpes, on a pas mal de lacs dans lesquels on peut descendre aussi en apnée. Donc, in fine, voilà, on a des clubs partout en France. Maintenant, à Paris, c'est incroyable, il y a des clubs dans tous les quartiers. Voilà, c'est vachement développé. Donc, même à un niveau loisir, c'est assez encourageant. Ouais. Bon. Donc là, je voulais revenir un peu en arrière. Donc, j'ai lu ton livre. Tu racontes, tu as grandi à Nice, avec des vacances souvent en Corse. J'ai noté une anecdote quand tu plonges du bateau lors de vacances en Croatie pour débloquer une ancre, je crois, sous les yeux de ta famille. Sur le moment, comment tu as su que tu pouvais plonger comme ça à 20 mètres de profondeur? Est-ce que tu l'avais déjà fait ou c'était vraiment une première à ce moment-là? Euh, non, je me souviens de ces vacances en Croatie parce qu'effectivement, je devais avoir 16 ans, 15-16 ans, et c'était les premières fois où je m'amusais à descendre vraiment profond, quoi. Voilà, enfin, vraiment profond. Pour moi, c'était vraiment profond à l'époque. Et c'était, voilà, au-delà de 15-20 mètres, quoi. Je m'amusais à descendre seul, évidemment, de manière totalement inconsciente, pas préparée. Enfin, je veux dire, je savais Ouais, même pas c'est ce que ça, je sans faisais, quoi. C'était entraînement. Ouais. sans entraînement, sans encadrement, sans accompagnement. Et donc, je me souviens que c'était la première fois de ma vie où je m'amusais à faire ça. Et c'est vrai que ce jour-là, quand je suis descendu pour débloquer l'ancre du bateau euh, qu'on avait, parce qu'on avait bloqué l'ancre au fond, je m'attendais pas du tout à réussir à faire un truc pareil. Et au final, je me suis bien préparé, j'ai respiré tranquillement. Je me souviens, je suis descendu avec un poids. Arrivé au fond, j'ai débloqué l'ancre qui était bloquée dans les rochers. Et ensuite, je suis remonté le long de la chaîne de l'ancre. Donc, je me souviens de tout ça et j'étais vachement fier de réussir à faire ce truc-là. Ouais. Et là, ce jour-là, ouais, j'ai compris que j'arrivais à retenir ma respiration relativement longtemps, en tout cas. Et donc, ça m'a encouragé à m'intéresser de plus en plus à ce sport. Mais mine de rien, j'ai quand même mis du temps avant de m'y mettre, hein, parce que je m'y suis mis qu'à 26 ans. Donc, Ouais, c'est ça. Il y a eu un espace sans apnée, mais j'imagine que c'était une expérience tellement forte que ça a dû rester quand même associé à une sensation comme ça de fierté, de- enfin, qui est peut-être revenue après. Enfin, possible. Mais en tout cas, ouais, c'était assez ouais, marquant. Et, ouais, c'était marquant. Ouais. justement, pendant ton enfance et ton adolescence, est-ce que on a l'impression que tu as beaucoup expérimenté comme ça avec la ventilation, le souffle. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience de souffleur de verre? Bah, je me souviens, ouais, j'ai été, j'ai été en vacances dans le sud-ouest, dans la forêt des Landes avec mes parents, enfin avec mon père et la femme avec qui il vivait à l'époque. Et, euh, et je me souviens, on s'est arrêté en fait dans un atelier de soufflage de verre sur place là-bas, et je me souviens avoir été vachement impressionné par cette discipline, par cet art en fait quoi. Et je me souviens avoir été assez fasciné par la beauté de cette matière en fusion, le verre comme ça. Il y a quelque chose d'ailleurs assez aquatique là-dedans, je trouve. Ouais, C'est assez fluide en tout cas comme matière. Et j'avais trouvé ça très beau. Et j'avais trouvé le rendu très beau en plus. Le verre, je trouve que c'est beau. Ça a quelque chose d'assez pur, d'assez ouais, de très cristallin. Voilà, donc il y bref, avait, j'ai trouvé ça magnifique avec les couleurs, les pigments, les petites bulles qui sont incrustées dans le verre. Tout ça est très poétique en fait, très beau. Et donc j'ai partagé un peu tout ça avec mon père, et mon père lui
qui est assez artiste, hein, qui est peintre. Mon père est architecte, donc il peint, il dessine, voilà, il est assez sensible à tout ça. Et donc, en rentrant à Paris, je me souviens, j'avais 11 ans, je crois. Euh, il s'est débrouillé pour me trouver un cours de soufflage de verre dans Paris et dans le 20e, à Belleville. C'était l'ADAC, l'Association des arts contemporains de la ville de Paris, ou un truc comme ça. Et du coup, je me suis retrouvé à apprendre le soufflage de verre là-bas j'y allais une fois par semaine, avec un maître verrier qui m'apprenait les rudiments du métier. Et donc j'ai appris à souffler un peu le verre là-bas, donc c'est rigolo. J'ai fait ça pendant 2 ans. 1 an ou deux, ouais, 2 ans, je crois. Et j'ai arrêté après parce que l'activité, enfin, il fermait l'atelier. Mais c'est vrai que c'était un truc que j'aimais vachement faire. Il y avait un côté, ouais, c'est le fait de souffler dans cette matière et que ça gonfle, je trouve ça vachement sympa. Il y a de l'interaction dans la création artistique, quoi. Vraiment, on y met du sien. On souffle cette matière qui prend forme. C'est chaud, c'est en fusion. Ça se refroidit. Il faut aller réchauffer le verre pour le retravailler. Les pigments qu'on met dedans c'est marrant parce que quand on sait pas trop, enfin quand on est débutant dans le soufflage de verre, on va mettre des pigments sur son verre en fusion, puis on va le souffler, puis on sait jamais trop ce que ça va donner après, mais ça donne toujours quelque chose d'assez joli. Voilà, quand on sait pas, quand on est débutant, après quand on est expérimenté, on sait ce que ça va donner, mais quand on était à mon niveau, et donc du coup enfin, j'étais toujours surpris du résultat, je trouvais ça, ouais, enfin, j'aimais beaucoup ça, Ouais, donc il y avait un côté voilà, j'ai fait ça à un artistique, moment. et un côté aussi travail du souffle sans vraiment y penser, quoi. Ouais, après le travail du souffle dans le soufflage de verre, Il est pas énorme. c'est pas ce qu'on fait en apnée, hein, ça n'a rien Ouais, à voir, hein. Euh, c'est pour gonfler un tout petit volume, donc d'accord. n'importe qui peut souffler pour gonfler un verre. Après, c'est surtout un ensemble de techniques qui sont assez difficiles à maîtriser pour réussir à faire des verres comme ça. Et on travaille une matière qui est très chaude, enfin qui est en fusion, quoi. Faut pas se brûler. Faut être rapide, il faut être adroit. Enfin, Ouais. C'est un c'est travail assez de délicat détail, de ouais. souffler le verre. Hmm. C'est très délicat. Ouais. Non, parce que je vois qu'il y a, bon, il y a un côté un peu artistique aussi. Enfin, quand dans ton livre, tu parles de calligraphie japonaise, enfin, j'ai l'impression qu'il y a une dimension un peu euh, pas psychologique, mais comment dire, spirituelle dans ton approche de l'apnée, avec, comme tu parles de calligraphie, de la trace parfaite, euh, de la ligne en calligraphie. Est-ce que ce sont des choses auxquelles tu penses en nageant? Je pense aussi à ton travail de musicien, est-ce que le sens du rythme comme ça, parce que Bien sûr. j'ai j'ai remarqué que tes mouvements sur les apnées dynamiques sont extrêmement réguliers. Mhm. Dès le début à la fin, ils sont pas plus rapides au début qu'à la fin. Est-ce Ouais. que tu penses que ta connaissance comme ça de la musique et du rythme joue un peu, enfin te donne un avantage sur ce côté-là, ou est-ce que c'est quelque chose deux choses qui sont complètement différentes? Oui, oui, sûrement. Bah, il y a une vision, il y a une vision esthétique dans le geste technique sportif, hein, de toute façon. Euh, il y a une dimension, il y a une dimension esthétique et voire artistique dans le geste technique parfait réalisé, et pas que dans l'apnée, dans tous les sports, je dirais presque. Quand on voit, je sais pas, un footballeur réaliser un geste technique incroyable, presque, c'est presque artistique, quoi, c'est presque esthétique. Mhm. Ouais, Quand on voit, je sais pas, un mec qui fait du saut en hauteur, je prends ça vraiment par hasard comme exemple, mais enfin, c'est presque beau quand on voit un perchiste sauter. Pareil, c'est presque, il y a quelque chose d'esthétique presque dedans. Euh, ouais, mais est-ce quand que on tous voit les un nageur sportifs, nager d'ailleurs, c'est pareil. ouais, Ou quand on voit un apnéiste descendre, bah c'est pareil. Il y a vraiment une notion d'esthétique. Et, en fait,
dans la pratique du sport à haut niveau, où quand le geste technique est réalisé de manière parfaite, il y a presque une dimension voilà, esthétique et artistique et qui forcément habite un peu l'athlète, quoi, ouais, bien sûr. Et est-ce que ta technique de nage a beaucoup évolué depuis le début? Est-ce que c'est quelque chose qui a été beaucoup travaillé avec tes entraîneurs, tes mentors, ou c'est pas tellement Pas tant que ça, pas tant que ça? ça. J'ai une, j'ai, j'ai une capacité à bien reproduire ce que je vois en général. Ouais. Donc, en fait, j'ai beaucoup observé et, euh, et en me lançant, j'ai essayé de reproduire ce que j'avais vu et donc de travailler ma technique beaucoup par rapport à ce que je voyais en fait. Et j'ai pas suivi de cours de natation, j'ai pas suivi de cours de nage avec palme. Donc j'ai avancé tout seul. Après, j'ai pas une technique parfaite, hein, loin de là. En tout cas, la technique que j'ai me suffit pour aller claquer quelques records du monde, mais j'ai pas la technique parfaite. De toute façon, en apnée, on n'a pas besoin d'avoir une technique de nage parfaite. Et il faut avoir une bonne technique, mais c'est ailleurs ensuite que qu'il y a des exigences pour pouvoir aller très très loin en apnée. Après, il y a des athlètes qui ont une plus ou moins bonne technique. De toute façon, certains qui ont une technique pas terrible arrivent quand même à aller très loin. Donc, ce qui prouve que la technique n'est pas le plus important dans la pratique de l'apnée. C'est important, mais il n'y a pas que ça en tout cas, quoi. Voilà. Mais justement, ouais, je voulais parler, je pense que tu penses probablement à toute la portion, la partie mentale du travail de l'apnéiste. Pour revenir un peu sur ta vie, donc tu reprends l'apnée vers l'âge de 26 ans, je crois, après tes études d'ingénieur du son. Et Mhm. après un an de natation, tu t'inscris à un baptême. Et là, quand tu t'es mis dans l'eau, t'as tout de suite compris que c'était ton sport, c'était ton élément. Bon, comment ça s'est Mhm. passé? Ouais, c'était immédiat, ouais. Exactement comme ça. Je me suis remis au sport sérieusement après mes études parisiennes d'ingénieur du son. Euh, j'ai recommencé à nager d'ailleurs comme un fou. Enfin, j'avais vraiment besoin d'aller au contact de l'eau, donc je me suis mis à nager. Et après avoir nagé comme ça, de manière de plus en plus intense pendant un an, je me suis dit, allez, je vais me faire suivre par un coach de natation. Et puis en cherchant un club de natation, en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais attends, j'adore l'apnée depuis toujours. Est-ce qu'il y a des clubs d'apnée? Est-ce que ça existe, quoi? Et là, voilà, je me suis rendu compte qu'il y en avait déjà partout à l'époque. Et Et, et je me suis inscrit. Je me suis inscrit comme ça à Montreuil, donc en région parisienne, en 2000, en 2012. Et ça a commencé comme ça. Et ouais, c'est vrai que dès le début, dès la première séance, j'avais qu'une idée en tête, c'était y retourner, quoi. Donc ouais. j'avais trouvé, enfin, j'avais mis le doigt sur un truc qui me plaisait bien et je m'en suis tout de suite rendu compte. Et après, au fur et à mesure des entraînements, ça s'est confirmé, quoi. Ouais. Ouais. Mais justement, je voulais revenir sur la notion de plaisir en apnée, parce que c'est un peu contre-intuitif. Moi, par exemple, je fais pas d'apnée, j'aime bien respirer, et si on me met sous l'eau, au bout de 30 secondes, je vais vouloir sortir. Mais on a l'impression quand même qu'il y a une notion de bien-être et de plaisir. Est-ce qu'elle est la même au mode loisir et en mode compétition, par exemple? Ou est-ce que les gens qui s'inscrivent tout de suite, est-ce que c'est uniquement le plaisir d'être dans l'eau, d'être dans un autre élément? Ou est-ce qu'en apprenant les techniques dès le début, on commence à trouver du plaisir dans le fait de pouvoir retenir son souffle? Où est-ce que ça se trouve exactement? Oui, oui, bah, il y a même la notion de plaisir est même plus grande en loisir qu'en compétition, hein, en apnée, Mm. hein. C'est ce que j'ai l'habitude de dire d'ailleurs. Il y a une énorme différence entre le niveau loisir et le niveau compétition. Et autant il y a une grosse dimension plaisir dans le loisir, autant cette dimension plaisir existe beaucoup moins dans la compétition.
En tout cas, dans le cadre de la pratique. La dimension plaisir, elle vient dans la compétition une fois qu'on a réussi. Elle vient après, dans la Ouais. satisfaction, dans la fierté d'avoir réussi, etc. Mais elle est pas trop là au moment de pratiquer. Alors que à un niveau loisir, au contraire, on est vraiment dans le plaisir quand on pratique. Donc c'est plutôt ça là, c'est le cas, c'est-à-dire enfin la situation, Ouais. c'est-à-dire on est plutôt dans une notion de plaisir à un niveau loisir et on passe dans une notion de performance au niveau C'est compétition ça. qui n'a plus grand chose à voir avec cette dimension plaisir, Est-ce qu'elle se apnée trouve plaisir quoi. au niveau compétition, est-ce que se trouve aussi dans les premiers mètres avant l'apparition de l'envie de respirer? Ou même, Évidemment, ouais, après évidemment, c'est la mais souffrance jusqu'au bout. évidemment, mais on sait que ça va être terrible. Ouais. Donc même si on n'a pas envie de respirer pendant X temps, on sait déjà ce qui nous attend. Donc on est déjà dans un mode, on est là pour en découdre, quoi. Donc il y a, Et, et alors, qu'est-ce que, justement, donc tu as progressé très vite, hein, tu as fait des compétitions nationales et internationales assez rapidement. Bon, tu avais sûrement des capacités physiques qui t'ont aidé, mais est-ce que tu penses que c'est la partie mentale qui a été la plus importante? Et est-ce que tu connaissais justement cette force mentale avant de te remettre à l'apnée? Ou c'est quelque chose qui s'est dévoilé un peu avec ta pratique de l'apnée, justement cette capacité à aller jusqu'au bout? Comment ça s'est passé? non, non, c'est clairement un truc qui s'est dévoilé avec la pratique de l'apnée, euh, parce que je faisais pas de sport à haut niveau avant, donc j'avais pas de manière concrète de pouvoir vérifier justement cette capacité à se dépasser mentalement dans un truc assez difficile. Voilà, enfin en tout cas j'arrive à le faire dans l'apnée, mais je veux dire j'arrive pas à escalader une paroi sans assurance comme Alex Honnold ou j'arrive pas à... Enfin, voilà, Ouais. j'y arrive dans mon domaine, quoi. Oui, oui. Après, Est-ce que ça s'est transféré? Quelle partie de ce dépassement de soi s'est transférée dans d'autres domaines de la vie courante après? Ou j'ai aucune pas compris la peut-être? question, pardon. Est-ce qu'il y a eu une part de transférable dans ce dépassement de soi dans l'apnée qui s'est transféré dans la vie courante, par exemple dans des situations où tu Ah oui, pouvais être oui. bloqué, qui t'ont redonné confiance ou donné plus de confiance en soi après? Bien sûr, bah, cette capacité à gérer le stress, à se dépasser dans un truc difficile, etc. Aujourd'hui, je la renouvelle, moi, dans plein de domaines, parce que l'apnéiste professionnel aujourd'hui, c'est avant tout un entrepreneur. Donc moi, quand j'ai décidé de devenir apnéiste professionnel en 2017, c'était en réalité me retirer de la compétition pour devenir entrepreneur. Enfin, garder un projet sportif et de compétition quand même à côté en plus, mais c'était surtout développer une activité d'entrepreneur au quotidien. Et donc du coup là, il a fallu oui, que je transfère tout ce que j'ai appris dans ma pratique de cette discipline à haut niveau, que je la transfère dans de nouveaux domaines pour m'exprimer devant des gens, par exemple, faire des conférences, enfin, faire des workshops, C'est intervenir ça, en entreprise, un nouveau aller métier pitcher en mes fait. projets. Ouais, voilà, Ah, un nouveau métier. Ouais, ouais, enfin des nouveaux métiers parce que il n'y a pas que le métier de conférencier, il y a le métier de producteur de contenu aussi, le métier maintenant, c'est comme ça de... dans quasiment tous les auto-entrepreneurs, on va dire, même les écrivains ou les musiciens, ils sont obligés de passer par là, hein. Maintenant, c'est la nouvelle donne, hein. Ouais, ouais, et puis ouais, c'est ça, on est obligé de se diversifier dans notre pratique, donc bah voilà, j'ai appris à faire ça, et c'est vrai que l'apnée m'a beaucoup aidé, mais de toute façon, l'apnée reste le terreau fertile un petit peu de tout ce que je développe euh, à côté, et donc finalement, c'est le point de départ de ces trucs-là, donc ça m'aide beaucoup, ouais. Et tu arrives à trouver quand même ton compte, un peu de plaisir dans toute cette activité d'entrepreneur, ou c'est parce que à la base c'est peut-être pas forcément ça que tu t'es pas dit que tu allais finir entrepreneur quand tu t'es mis à la compétition en tant qu'apnéiste.
Oui, mais Ça fait partie du jeu. oui, oui, mais c'est des choses. Oui, non, mais non, non, c'est passionnant de monter cette carrière qui se construit brique après brique au quotidien depuis 10 ans maintenant, et ça ne fait que aller dans le bon sens. Là, on a des projets d'envergure très sympas qui arrivent, donc voilà, on est assez content, mon équipe et moi. Voilà, ça avance vachement bien là depuis 2 ans, ça explose complètement. Donc ça y est, finalement, ça commence à payer et à porter ses fruits. Donc ouais, ouais, ça fonctionne bien. Je suis assez fier, c'est assez satisfaisant et ça me permet de découvrir autre chose que justement être simplement l'homme dauphin. Et c'est d'ailleurs quelque chose dont je suis beaucoup plus fier aujourd'hui, c'est-à-dire réussir à me développer de cette manière-là et à, et à développer ces casquettes plutôt que d'être simplement le nageur, quoi. C'est-à-dire que Mhm. pour moi, Ouais, intéressant. c'est presque réducteur un peu d'être simplement le sportif, tu vois. J'ai besoin Ouais. aujourd'hui de m'émanciper un peu de cette image et de partir sur d'autres choses qui, moi, me semblent presque plus satisfaisantes intellectuellement, en tout cas, et même à un niveau humain, je dirais, que le simple geste sportif, quoi. On va y revenir sur les projets. Aussi, je serais intéressé de savoir un peu quelle est ton équipe. Je voulais juste rester un peu sur le côté mental. Donc, justement, tu as dû aussi avoir enfin, des échecs et des moments de doute en apnée, ou en tout cas surtout à tes débuts. Euh, Comment tu arrivais à gérer voilà, ces moments de doute? Si tu te disais j'y arrive pas, je suis obligé de remonter. Est-ce que c'est quelque chose que tu as travaillé avec tes coachs, avec l'apport éventuellement de la méditation? Quel est le lien un peu entre tout ça, ou ça fait partie de l'entraînement normal? Non, c'est pas un truc que j'ai trop bossé avec des coachs. Quand j'ai connu des échecs comme ça en apnée, en général, c'est parce que j'étais pas disponible mentalement pour réussir à aller loin en apnée. Soit parce que ça allait pas bien au niveau perso, soit parce que j'avais des trucs qui me préoccupaient, voilà, dans la vie de tous les jours, soit parce que soit parce que je jugeais que j'en avais fait assez et que j'étais pas motivé pour aller plus loin Ouais, en termes de résultats dans la saison. Donc il y a toujours une raison en fait qui fait ouais, que le mental n'était pas là pour y aller, quoi. Et à chaque fois, c'était assez facilement identifiable. Donc je me suis à chaque fois fait une raison. Je me suis dit oui, non, mais en fait c'est normal. Euh, je viens de me séparer avec ma nana, ou oui, mais en fait c'est normal. Je viens de claquer déjà 3 records du monde cette saison. Ou oui, c'est normal, mais au boulot ça va mal. Oui, c'est normal, mais je suis en train de ouais, déménager. Enfin, ouais, à chaque fois que j'ai craqué comme ça sur une compétition ou sur une tentative de record ou de performance, à chaque fois j'ai très très bien identifié ce qui faisait que j'arrivais pas ouais. à y aller Oui, ça, et donc je me suis à chaque fois fait une raison et je me suis pardonné à moi-même à chaque fois, on va dire, et donc ouais. ça a été assez facile pour moi de passer au-delà et de me remobiliser sur les échéances suivantes. J'ai compris qu'en fait il fallait arriver serein pour pratiquer cette discipline et qu'il fallait arriver serein, confiant et avec l'envie d'y aller, quoi. Voilà, ça c'est très important. Mhm. Et est-ce que tu pratiques la méditation? Est-ce que c'est quelque chose d'assez occasionnel ou pas du tout? Non, pas du tout. Pas du tout. La pratique de l'apnée est assez méditative en soi, hein. C'était C'est un justement truc. ma question en fait. Est-ce que c'est... Moi je pensais que tu méditais et je me demandais si la méditation permettait justement de mieux travailler en apnée, ou est-ce que l'apnée mettait dans un état plutôt méditatif quand elle était bien faite, on va dire. Moi, mes 3 séances d'apnée par semaine, mes 3 entraînements d'apnée pure par semaine me suffisent. Voilà. Après, tu vois là par exemple, je vais essayer de me diriger de plus en plus vers la profondeur. Je sais que c'est une approche qui est totalement différente que tout ce que j'ai pu faire jusque-là.
Et peut-être qu'effectivement, pour aborder la verticalité, donc la profondeur, peut-être qu'il va falloir que je me tourne vers le yoga, vers la méditation, vers de nouvelles techniques dont je n'avais pas vraiment besoin jusque-là, où là, je faisais appel à d'autres choses dont on n'a pas besoin en profondeur, par exemple. Et là, peut-être que maintenant que je vais faire de la profondeur, il va y avoir de nouvelles choses sur lesquelles je vais devoir travailler, mais il y a d'autres choses que je vais devoir laisser de côté, dont je n'aurai plus besoin. Donc, chaque discipline a ses exigences, et donc il faut s'adapter à chaque fois. Et c'est vrai que là, peut-être que pour la profondeur, j'aurais besoin justement de faire un nouveau travail sur moi, sur le relâchement, le lâcher prise. Et peut-être que la méditation sera utile. Je sais pas vraiment. En tout cas, ce que je sais, c'est que jusqu'à présent, ma simple pratique de l'apnée était déjà assez méditative, assez introspective, et j'avais pas besoin d'en faire plus à côté, Mmh. quoi. Voilà. Ouais, je pense que c'est un peu comme, c'est un peu ce qu'ils appellent, dans l'état de flow, quoi. C'est un Ouais. peu comme les gens qui jouent de la musique pendant des heures ou qui écrivent pendant des heures. Ils n'ont pas forcément besoin de méditer en plus. Et quelles sont les choses, justement, dont tu n'auras pas besoin en profondeur et que tu utilises pour l'apnée dynamique? Ce sont c'est plus cette force d'aller jusqu'au bout, de se pousser Bah, c'est deux disciplines assez différentes, qui n'ont pas grand-chose à voir, si ce n'est qu'on retient sa respiration dans les deux. Euh, En fait, l'apnée, enfin, ouais, chaque discipline a ses facilités, enfin, ses facilités et ses difficultés. En piscine, par exemple, en apnée dynamique, donc en distance à l'horizontale, euh, on travaille énormément sur l'envie de respirer, en fait, cette fameuse envie de respirer, euh, qui existe aussi en profondeur, mais différemment et moins présente. Euh, Par contre, en piscine, il n'y a pas de prise de risque, par exemple. Et donc, à l'inverse, en profondeur, bah voilà, on a moins envie de respirer, mais par contre, il y a une certaine prise de risque à gérer et une certaine capacité de relâchement à vraiment maîtriser pour pouvoir voilà, gérer la compression, gérer la compensation des oreilles. Donc voilà, chaque discipline a vraiment ses facilités et ses technicités et difficultés qui leur sont propres. Et donc en gros, bah, si je passe de l'apnée dynamique à la verticalité, j'aurais moins envie de respirer, ça c'est certain. Et Donc un travail pourquoi? mental qui est C'est parce relativement que différent. les apnées sont moins longues, c'est pour ça, c'est la seule raison? Alors les apnées sont moins longues, ouais, effectivement, en termes de temps de nage ou de temps d'apnée globale, de manière générale, quand on descend en vertical, les apnées sont moins longues qu'en bassin. Bon, il y a aussi toute une phase de chute libre sur la première partie de la descente en apnée verticale, donc où on ne palme pas, donc on est passif. Ce qui veut dire que l'effort à fournir est plus bref, uniquement sur la remontée. Donc ça joue aussi pas mal. Et puis le fait d'être en profondeur, on est quand même centré sur autre chose. Il y a une dimension justement prise de risque qui nous occupe beaucoup. Et puis recherche du relâchement. Et aussi la pression va jouer aussi sur la pression partielle des gaz au niveau sanguin. Donc on est plus ou moins en hyperoxygénation au fond, ce qui fait qu'on se sent pas trop mal normalement, si on arrive à être bien relâché en tout cas. Et donc si on arrive à gérer le relâchement, on est plutôt pas mal. Alors bon, il y a d'autres trucs à travailler hein, pour le relâchement justement qui demandent beaucoup de travail, hein, notamment s'acclimater au CO2, notamment visualiser, notamment rester concentré. Enfin, gérer le relâchement, c'est un truc Mmh. très complexe quand on descend en profondeur. Donc il y a vraiment un gros travail. Mais en tout cas, le travail sur l'envie de respirer, ce dépassement mental lié à l'envie de respirer, Mmh. qui est un travail terriblement difficile en piscine, celui-là au moins,
et moins présent en profondeur. Voilà. Ah ouais, ça, je n'avais pas cette notion. Puis c'est un travail que tu as déjà fait en plus, donc ça se dit pas sur une autre dimension. Ouais. Ah, c'est intéressant. Ouais, mais voilà, il va falloir que je travaille d'autres trucs par contre. Ouais. Et au niveau de la nutrition, enfin maintenant tu fais plus de compétition, est-ce que c'est encore quelque chose auquel tu fais très attention, tout ce qui est alimentation alcaline, enfin tout ce qui est un peu décrit dans ton livre, ou c'était vraiment limité à la phase de compétition, et est-ce que c'est quelque chose que d'ailleurs la plupart des apnéistes font, ou c'était vraiment c'était quelque chose qui était propre à toi? Non, la plupart enfin, je pense pas que tous les apnéistes soient intéressés par ce sujet. Je pense qu'il y en a beaucoup, mais à mon avis, il y en a plein qui passent à côté. Oui, je pense que l'alimentation est importante. Moi, j'y faisais très attention, effectivement, sur l'équilibre acido-basique de mon alimentation dans la semaine ou les 10 jours, voilà, qui précédaient les grosses échéances. Euh, Sinon, du reste, l'idée est d'avoir une alimentation plutôt saine. Oui, Voilà, faire attention aux macros, lipides, glucides, protéines. Voilà, manger beaucoup de légumes. Enfin, je veux dire, oui, c'est la base. ça c'est une aliment, c'est voilà ce qu'il faut faire au quotidien de toute façon. Donc ça, c'est ce que j'essaye de faire au quotidien. De lutter contre un de mes plus grands défauts, qui est la gourmandise d'ailleurs, ce qui est difficile. Mais non, non, voilà, blague à part, cette surveillance de l'alimentation au niveau équilibre acido-basique en tout cas est très important, mais je pense euh, dans la semaine qui précède une grosse échéance. Sinon, bon, c'est pas. Oui, c'est pas une obsession de tous les Je suis jours. pas, ouais, voilà, c'est pas une obsession de tous les jours. Après, sinon, la surveillance à mettre en place au quotidien, c'est d'avoir une alimentation relativement saine, voilà, mais ne pas être forcément dans un délire Oui, alcalin, alcalin, alcalin tout le temps. Ça, je le fais, mais quelques jours avant une grosse oui. compétition, voilà. Et qu'en est-il du sommeil? Parce que j'ai noté que parfois en compétition, enfin au moment où tu faisais les compétitions, tu devais attendre plusieurs jours avant que ta pratique soit à l'honneur, on va dire. Et tu notes que tu dormais le plus possible. Ça m'a un peu surpris. Je me suis demandé vraiment est-ce qu'il y avait un intérêt, c'était juste parce qu'il y avait rien à faire. Parce que moi, je connais un peu l'intérêt d'un sommeil vraiment très régulier. Et je me dis de dormir comme ça 12, 13 heures, ça peut aussi mettre un peu, enfin décaler un peu. Je sais pas si c'est quelque chose auquel tu fais attention avant des plongées ou en règle générale ou pas spécialement. Ouais, alors c'est difficile en plus parce qu'il y a souvent le stress qui vient aussi jouer les troubles faits là-dedans. Mais c'est vrai que c'est important d'avoir un sommeil régulier. Après, moi je sais que c'est un truc que j'ai du mal à gérer au quotidien. Alors après sur les grosses compétitions, j'essaye de me caler quand même pour arriver le plus reposé possible. Et notamment pendant les compétitions où c'est vrai que là, les jours où on est sur place, où on attend l'épreuve, bah ouais, la plupart du temps on récupère, sieste l'après-midi, on essaie de bien dormir le soir. Voilà, on pratique des activités relaxantes pour réussir à trouver le sommeil, malgré le stress qui est palpable hein, et qui est là. Donc, ouais, on essaye en tout cas. Mais c'est vrai que moi, au quotidien, sinon, c'est un truc que j'ai du mal à gérer. Enfin, je travaille souvent assez tard. En plus de ça, moi, j'aime bien jouer de la musique et c'est vrai que Ouais. l'inspiration, je l'ai souvent le soir. C'est comme ça, hein, souvent chez les musiciens ou les artistes. Souvent, les gens écrivent le soir, tu sais, Souvent, ouais. ou peignent le soir, ou jouent le soir. Et c'est vrai que moi, Ou la nuit. ou la nuit, ouais, ouais, c'est vrai que j'aime bien le soir parce que c'est là aussi que l'inspiration arrive. Donc c'est vrai que c'est difficile parfois de maintenir un rythme vraiment régulier. Il faut que je me l'impose, quoi. Il faut que je me l'impose et donc je me l'impose en fait au quotidien. Ouais. Concrètement, ça ne vient pas forcément naturellement. C'est vrai que je suis assez oiseau de nuit quand même. Hein. Ouais, c'est ça. Ça, c'est la Je dois musique, c'est avouer. vrai. Et Ouais, justement, c'est au une niveau facette un musique, peu. tu joues toujours, tu chantes, tu joues de la guitare, ça fait partie de ta vie quotidienne, ou tu as des projets, ou c'est
Pas au niveau professionnel, ça reste un loisir actif. Oui, oui, ouais, bah, j'ai mes guitares à la maison, quand j'ai du temps, je joue, c'est par période, en fait. Il y a des périodes où je joue beaucoup et des périodes où je joue, quasiment pas. J'aimerais bien que ce soit plus régulier, là, je joue de temps en temps avec un pote qui est bassiste, ici à Nice, chez moi. Hem, donc ouais, j'essaye de maintenir une petite routine, mais voilà, il y a des périodes avec plus de pratique, d'autres avec moins de pratique. Ça va, ça vient, mais c'est un truc que j'adore. Ouais, ouais, c'est vraiment, c'est ma première, je dirais même, ma première passion avant même l'apnée, la musique et je pense que si j'avais pas été apnéiste et que j'avais eu peut-être une autre destinée par rapport à ouais à cette période de ma vie là qui a concerné enfin entre l'âge de 10-12 ans et l'âge de 25 ans ouais ça aurait pu prendre une autre direction et je pense que cette autre direction aurait La été scène. sûrement le chant ouais voilà la musique quoi ouais, je Ouais. pense ouais. Ju- Justement, le chant, c'est quelque chose que tu as appris tout seul, parce qu'il faut aussi bien maîtriser tout ce qui est respiration ventrale. Et tu as pris des cours ou ça s'est fait aussi tout seul? Non, 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 j'ai appris tout seul avec ma guitare. J'ai commencé à l'âge de 10-12 ans, voilà. J'ai eu ma première guitare et j'ai appris tout seul. D'ailleurs, j'ai plein de lacunes à combler qu'il faut que je travaille d'ailleurs, hein, ce serait bien, mais non, non, j'ai appris tout seul la guitare et le chant. Voilà, apprendre à placer un peu ma voix. Bon, après, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre hein, à ce niveau-là. Donc, Comme nous tous. Mais justement, au niveau ventilation, j'ai découvert, je connaissais la respiration ventrale et thoracique. Je connaissais pas la respiration claviculaire. Euh, Est-ce qu'il y a un rapport, par exemple, avec la respiration claviculaire telle elle est enseignée dans les cours de yoga, ou ça n'a absolument rien à voir? Quel est l'intérêt, en fait? C'est pour augmenter le volume thoracique, le volume des poumons dans la partie supérieure? ouais, alors moi, j'ai jamais trop compris cette partie claviculaire en fait. C'est-à-dire D'accord. que j'en mets un maximum et quand je peux plus en mettre, bah, je peux plus en mettre quoi. Mais Ouais, parce que je voyais pas quel muscle travailler pour. Enfin, bah, ça c'est-à-dire paraît difficile. ce qui est certain, c'est qu'il y a une partie ventrale qu'on sous-exploite, ça c'est sûr. C'est-à-dire vraiment réussir à descendre le diaphragme pour qui va venir comprimer les viscères et du coup on arrive à Ouais, vraiment remplir la partie basse des poumons et à solliciter le volume inférieur voilà des poumons et donc vraiment à réussir à prendre encore plus de volume. Mais si tu veux, une fois que j'en ai mis jusque là, bah cette ouais, partie-là, je sais pas comment ils font, mais enfin moi j'ai jamais vraiment réussi d'accord. C'est dans les à bouquins, l'exploiter quoi. plus que ça. Après, ce que je fais, tu sais, ce qu'on fait tous en apnée, c'est qu'on pratique la carpe. Donc Oui, 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 on se sert de la bouche comme d'une Mm, pompe à vélo pour aller tasser encore plus d'air dans les poumons. En ouais. fait, on met les poumons en surpression, ce qui est pas très très recommandé d'ailleurs. Donc vaut mieux éviter quand on n'est pas expérimenté dans le Ouais. domaine. Mais en gros, l'idée c'est de voilà d'aller tasser encore plus d'air dans les poumons avec la Ouais. bouche et de vraiment de comprimer l'air dans les poumons en fait pour partir avec encore plus de carburant, enfin Justement, de comburant diront les oui, c'est puristes. Mais bon. ça. Et donc ton volume pulmonaire est toujours à 12 litres, ou il a augmenté depuis la publication du livre? Parce qu'avec Bon, ça fait super longtemps que je l'ai pas c'est- mesuré, mais tu sais, le volume pulmonaire dépend beaucoup de la souplesse thoracique en fait et de la souplesse du diaphragme. Donc c'est pas vraiment la taille des poumons, c'est surtout l'élasticité thoracique qui fait qu'on arrive à emmagasiner donc plus, ça n'a rien à plus voir d'air. avec la taille. On peut faire 1 m Non. 70 et avoir un volume pulmonaire énorme. Oui, alors après, il va quand même y avoir une limitation. Oui, c'est plus simple si on est grand. On part avec un volume de base, Ouais. on part avec un volume, une capacité de base plus importante. Mais ce qui est sûr, c'est on peut la travailler. Et le meilleur moyen de la travailler, c'est vraiment la souplesse thoracique. Donc travailler la souplesse thoracique, donc le diaphragme, le sternum, les intercostaux.
les dorsaux, voilà, Donc, essayer ouais. de... C'est quelque chose que vous travaillez à l'entraînement spécifiquement ou ça se fait pareil, ça se fait naturellement en travaillant la On peut s'étirer, ventilation? non, s'étirer un tout petit peu au quotidien au niveau thoracique, c'est intéressant. Pratiquer quelques mouvements régulièrement, ça permet de maintenir une bonne élasticité. Donc diaphragme, intercostaux, sternum, voilà, on peut travailler tout ça rapidement au quotidien. Ça se fait et c'est assez utile. Ouais. Là, je vais revenir un peu maintenant sur toute la période apnée sous glace que tu abordes, je pense, après 2016, après ton record du monde à 300 mètres en piscine. Et Mhm. est-ce que l'exposition au froid, c'est quelque chose que tu pratiquais déjà avant? Parce qu'on connaît bien les effets bénéfiques hein, de l'exposition froid, aux expositions au froid, pardon, que ce soit douche froide ou cryothérapie ou récupération. Ou c'est pareil, ça a été une nouvelle direction comme ça qui est venue. Oui, oui, bah, en fait, en 2016, du coup, voilà, j'avais fait ce record là, qui était un peu l'objectif ultime de ma carrière, c'est-à-dire de réussir à nager 300 mètres, ce qui était un peu l'objectif que je m'étais fixé. Voilà, je m'étais dit, si j'arrive jusque-là, c'est bon, j'aurais fait le taf. Et donc j'ai fait le taf, je suis arrivé jusque-là et j'ai établi ce record à 300 mètres en bassin, qui était donc un record du monde à l'époque. Il a été Et donc battu après, depuis je ou me suis pas? dit, oui, oui, il a été battu Ah oui. depuis. Il a été battu par deux mecs, si je dis pas de bêtises. Il y en a deux qui sont passés au-delà. Mateusz Malina, donc, qui est un athlète polonais, et Guillaume Bourdila, qui est donc un Français, qui a fait 301 mètres, Guillaume. Donc, ouais, ouais, non, il a été battu, mais c'est très bien d'ailleurs. Je Oui, suis c'est vraiment fait content pour. que mes records soient battus, c'est fait pour, donc il n'y a aucun souci avec ça. Et donc, en tout cas, moi, arrivé à cette période-là, voilà, j'avais un peu tout fait. J'avais eu les records dans toutes les disciplines d'apnée en piscine à l'époque qu'on avait en apnée longue. Donc avec la palme, enfin avec ma monopalme à la brasse. J'avais fait aussi des disciplines un peu hybrides entre la profondeur et la mer. On appelait ça le cube à l'époque. Il Mm. fallait tourner autour d'un cube qui était immergé J'ai vu sur à, YouTube, c'est impressionnant. à 10 mètres de profondeur. Enfin bref, voilà, j'avais un peu exploré toutes les directions et du coup, je me suis dit, voilà, j'ai envie de faire quelque chose de nouveau, de donner un nouveau souffle un peu à ma carrière. Et donc, je me suis intéressé à l'eau froide de manière indépendante de l'apnée à l'époque, parce que voilà, j'avais mon pote Alex Voyer, qui est lui un des grands photographes underwater français, donc apnéiste aussi évidemment. Lui m'avait dit, tu sais, l'eau froide c'est vachement bien, viens essayer. Donc on a commencé à se baigner un peu en eau glacée ensemble. Voilà, il me fait découvrir un peu ça. Donc là, j'ai découvert les bienfaits de l'eau froide. J'ai trouvé ça intéressant. Il y avait quelque chose de vraiment bénéfique. Enfin, de toute façon, c'était quelque chose qui allait dans le sens de ma connaissance de l'élément aquatique, on va dire, de manière générale. Et donc, j'ai trouvé ça vachement intéressant. Je m'y suis intéressé. J'ai pratiqué un petit peu. Et à un moment donné, je me suis dit, tiens, pourquoi pas mélanger mon intérêt pour l'eau froide à mon intérêt pour l'apnée. Et donc là, je savais qu'il y avait des mecs dans les pays du Nord qui tentaient des records comme ça de distance en lac gelé. Et c'est vrai que je trouvais que le record de distance sous la glace avait une dimension symbolique intéressante en termes de prise de risque. Moi, il y avait un truc qui me parlait bien, quoi. Je trouvais ça Et au niveau symboliquement, esthétique aussi, je trouvais ça très impressionnant, quoi. Voilà, de nager comme ça en ouais. apnée sous la glace. Voilà, il y a une dimension défi, challenge, prise de risque qui me plaisait bien et ça mélangeait eau glacée et eau froide, eau glacée pardon et apnée. Et donc je me suis dit allez, tentons-le. Et donc en 2017 j'ai fait un premier record à l'époque avec une grosse combinaison de 5 mm et ma monopalme. Donc voilà, j'ai nagé 175 mètres sous la glace, où là, du coup, le,
la dimension froid n'était pas la dimension froid n'était pas forcément très importante, mais en tout cas la dimension prise de risque, elle l'était déjà. Et ensuite, il y a eu une période assez longue où je me suis mis en retrait de la performance justement pour développer l'aspect professionnel de ma carrière. Donc j'ai commencé à faire des conférences, j'ai commencé à démarcher de plus en plus de partenaires, j'ai commencé à, à développer mon réseau aussi, notamment à Paris. Donc j'ai mis ça en place pendant quelques années. Et puis en 2019, oui c'est ça, 2019, parce que 2020, 2021, ouais c'est ça. En 2019, je me suis mis dans la tête de repartir pour un projet sous la glace, mais cette fois à la brasse et avec et sans combinaison. Donc l'idée c'était de partir pour 2 tentatives de record du monde, donc une en 2020, une en 2021, donc respectivement avec ma combinaison et sans ma combinaison, et à la brasse à chaque fois, donc sous la glace en distance, hein, à Sans l'horizontale, toujours monopale. pareil. Et sans ma monopale. Et donc là, je me suis entraîné pour. Et donc l'idée par contre, c'était d'y aller avec une combinaison beaucoup plus fine, donc 2 mm la première année, et la deuxième année d'y aller clairement sans combinaison, donc en slip de bain. Et donc là, pour ce projet de double tentative de record, bah, ça a été beaucoup de préparation. Donc j'ai commencé à me préparer voilà, en 2019. Alors là, ça a été tous les hivers, beaucoup d'acclimatation au froid. Donc un jour sur deux, à se mettre dans de l'eau entre 3 et 8 degrés pendant 10 à 20 minutes. Le canal de l'Ourcq. Vraiment pour habituer son corps à l'eau froide. Ça a été la partie la plus difficile d'ailleurs. Donc là, je suis passé à un autre niveau sur l'acclimatation au froid qui était plus intense et plus important que tout ce que j'avais connu jusque-là. Et donc on s'est fait bloquer par le Covid, donc on n'a pas pu faire le record la première année. Donc il a fallu tout reporter, donc il a fallu que je recommence une prépa. Donc on a perdu un an. Et donc finalement ça s'est fait sur 2021 et 2022. Donc hiver 2021, donc mars 2021, j'ai établi un record du monde d'apnée à la brasse avec ma petite combinaison, donc à 120 mètres, en Finlande. Et l'année suivante, mars 2022, donc il y a tout juste un an là j'ai établi cette fois le même type de record, mais sans combinaison, donc en maillot, et là c'était 105 mètres. Ouais, les Et images ça sont c'était au Canada. impressionnantes, ouais. Voilà. Et tu dis établi parce que tu bats pas un record, parce que ça n'a pas été fait avant, c'est ça? Alors, si, j'ai battu un record pour la distance en maillot. Mais par contre, avec ma petite combi, oui, je l'ai établi parce ça avait pas encore été établi. Donc ça, je l'ai établi, mais en slip de bain, oui, sans combi. Là, il y a quelques mecs, quelques nanas qui ont Ouais. quand même tenté l'expérience. Donc il y avait eu des records qui avaient été établis. Il y avait eu le fameux Wim Hof, qui a Oui, développé sa méthode très connue un peu partout dans le ouais. monde, hein, donc le néerlandais Wim Hof, qui avait établi un record à 50 ou 60 mètres, je crois, à une époque. Il y avait ensuite un Danois, Stig Severinsen, qui avait établi un record à 80 mètres, je crois. Ensuite, il y a un athlète finlandais qui avait établi un record à 100 mètres, mais non homologué. Il avait fait ça seul avec ses potes. Il est parti trop tôt. Et puis il y avait une Finlandaise, Johanna Nordblad, qui avait établi un record à 103 mètres. Euh, On a et donc rajouté moi j'ai 2 fait mètres, ouais. 105. Voilà, j'ai fait 105. Et celui-là, il y a des gens qui s'entraînent pour le battre, ou c'est pareil. Vous n'êtes pas beaucoup, hein, déjà. Je suppose que oui. Après, je suis étonné, il n'a pas été battu cet hiver. Bah alors, il y a encore des lacs gelés un peu partout dans le monde, donc on ne sait jamais. Ça se trouve, il y a quelqu'un qui va claquer un truc dans les jours qui viennent. Mais en tout cas, il semblerait que il soit pas encore battu pour cet hiver. Moi, je m'attendais à ce que plein de mecs tentent le record, ou de nana d'ailleurs, mais
Mais non, non, ça n'a pas été fait. Donc pour l'instant, je suis toujours recordman du monde en titre. Et tu Voilà, de t'entraînes pas pour faire km. 106? C'est bon? Bah non, tu sais, déjà, tant qu'un record est pas battu, rien ne sert de retourner le Ouais. battre. Non, non, bien sûr, si, si, ça pourrait, parce que justement, un truc que je dis régulièrement, c'est que l'apnée est un sport où on se bat contre soi-même, avant tout, et non pas contre les autres. Euh, et donc, euh, et donc, je pourrais évidemment me préparer pour aller battre mon propre record. Mais pour l'instant, non, ça m'intéresse pas. J'ai d'autres choses à faire et à développer. Et puis tu sais, moi, il y a aussi un truc, quand j'ai atteint mes objectifs, je, Tu passes à autre chose. je passe à autre chose souvent, ouais. Ouais. Et j'ai fait 105 mètres, record du monde. C'était mon objectif, je l'ai atteint. Je vois difficilement comment je pourrais aller à 106, quoi. Enfin, je Oui, vois oui. pas Puis trop l'intérêt pour l'instant. la motivation aussi, ouais, c'est sûr. Ouais, puis le projet est fait, on l'a mené à Ouais. bien, mission accomplie. Tu vois, si je le refais, bon. Ouais, ça fait beaucoup pour 1 mètre de plus. Et justement, la préparation, que tu as beaucoup travaillé avec un cardiologue, je crois, le docteur Raoult. Ouais. Euh, enfin, parce que je sais que tu es fan du Grand Bleu et donc Jacques Mayol qui a aussi plongé parfois avec des cathéters, qui a aussi participé à des expériences pour un peu faire avancer la science. Ça faisait partie aussi de tes motivations, justement, de pousser les limites, ou c'était juste parce que c'était obligatoire de se faire suivre pour un projet comme ça un peu novateur. Est-ce que vous travaillez d'ailleurs encore ensemble pour faire avancer les choses? Ouais, non, l'idée c'était surtout d'un point de vue sécurité de Ouais, comprendre les enjeux quand on se met comme ça en apnée très longtemps dans de l'eau glaciale, de comprendre ce qui se passe au niveau physio et de l'anticiper, de s'y préparer au mieux pour pas qu'il y ait d'accident en fait quoi. Donc ouais, j'ai travaillé avec un cardiologue, donc François Raoult, qui est cardiologue à l'INSEP à Paris. Euh, et on a bossé ensemble pendant 2 ans pour essayer de comprendre ouais, ce qui se passe au niveau cardiologique en apnée et en apnée dans l'eau glacée. Donc pour essayer de prévenir un minimum euh, les potentiels accidents et puis voir si mon corps et mon cœur étaient adaptés à ce type d'effort, quoi. Parce que bon, moi, ça faisait quand même assez flipper hein, de partir j'imagine. de partir sur ce truc-là. Et d'ailleurs, malgré l'accompagnement médical, j'étais quand même flippé hein, de partir sur ce Ouais, truc-là. ouais. Et c'est une appréhension que j'ai gardée comme ça jusqu'au bout et jusqu'au moment de partir, de m'élancer sous la glace. Il y avait de l'appréhension. Je savais pas vraiment si mon corps allait supporter. Euh, donc j'étais même au moment de partir, j'étais pas certain quoi. Et je voulais revenir maintenant un peu sur donc ton équipe et tout, je t'en prie, ton équipe et les projets là que tu mets en place pour les prochains mois, les prochaines années. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Qu'est-ce que vous organisez? Ce sont des expéditions, des documentaires? Bah là, oui, je, je suis dans une période de ma carrière où j'ai de plus en plus envie de partir sur des projets de transmission, sur des projets de découverte, d'aventure, donc toujours avec l'apnée comme dénominateur commun. Mais c'est vrai que j'ai de plus en plus envie voilà, de partir à l'aventure et de pas passer mon temps le long d'un câble ou dans un bassin. Et déjà parce que moi je trouve ça beaucoup plus intéressant niveau personnel, hein. Et aussi parce que bah, j'ai fait le taf, hein, la légitimité
en tant qu'athlète, je l'ai acquise voilà, tout au long de ces années de compétition. J'ai plus grand-chose à prouver à personne, ni à moi-même d'ailleurs, par rapport à mes capacités. Et donc là, l'idée, c'est de mettre ça à profit, cette légitimité, cette crédibilité, cette visibilité que ça m'a apporté, c'est de la mettre à profit pour développer des projets d'aventure, de découverte et de transmission. Et le principal projet qu'on a en ligne de mire, là, c'est de partir pour une série documentaire, en fait, un tour du monde des océans en apnée, euh, que j'aimerais beaucoup lancer, produire. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de partir à la découverte de plein d'endroits. Alors, on commencerait avec les régions polaires, donc on serait plus sur des eaux froides pour commencer, Mhm. parce que c'est un peu ce qui me caractérise ces dernières années d'ailleurs Ouais, aussi, donc ça fait sens en termes de com. Et l'idée, c'est d'aller enfin, à la rencontre de la faune et de la flore, euh, pour découvrir les grands animaux avec beaucoup de séquences très contemplatives comme ça en apnée, avec un aspect très cinématographique, très ouais. esthétique, et aussi avec un aspect, je dirais presque journalistique, parce que l'idée, c'est quand même de partir aussi à la rencontre des hommes et des femmes qui vivent dans ces endroits-là, d'aller leur donner la réplique, d'aller les rencontrer, leur parler tout concrètement, hein, Mhm. et que moi j'incarne justement ces sujets-là, et donc ce serait le personnage principal, ce serait évidemment moi d'aller rencontrer ces gens-là, donc je serais à l'image, j'incarnerais ces sujets-là, euh, donc avec un aspect assez humain pour comprendre leurs problématiques écologiques évidemment, la manière qu'ils ont de gérer ces problématiques, leurs ressources, la pollution, l'augmentation de la température des océans, Mhm. les microplastiques, l'augmentation du niveau des océans. Enfin, il y a plein d'enjeux comme ça qui résonnent un peu partout. Et l'idée, c'est d'aller me confronter à tout ça. Donc toujours avec ses capacités d'apnéiste, de champion apnéiste, mais toujours quand même avec l'œil de la découverte et l'humilité et la candeur de l'œil du citadin, voilà, qui va découvrir ces choses-là, parce que finalement, moi, j'ai grandi à Paris et en fait, je suis un pur produit parigo, quoi, quelque part. Un Donc, apnéiste de piscine, quoi. ouais, et puis quand bien même aujourd'hui, j'habite à Nice depuis plusieurs années et je plonge beaucoup en mer, je j'ai pas fait ce tour du monde des océans encore. Je l'ai pas fait et j'ai très envie de le faire pour justement découvrir un peu tout ça. Et donc il y a une démarche profondément authentique de découverte dans ce projet et qui est authentique et légitime, quoi. Voilà. Ça avance bien, vous en êtes où c'est en cours. Oui, c'est en cours d'écriture. On a potentiellement un diffuseur intéressé, une boîte de prod évidemment, ça c'est pas trop dur à trouver quand on a ce genre de projet. On est à l'écriture pour l'instant. Voilà, ce projet avance bien et on est plutôt, ouais, plutôt confiant, ouais. Super. Est-ce que tu peux nous parler justement des stages tu organises beaucoup de stages de découverte de l'apnée ou ça c'est vraiment ça fait quelque chose que tu fais quand tu as le temps ou ça fait partie de tes projets importants, justement la découverte de l'apnée sous glace ou en piscine? Alors, j'organise peu de stages euh, ouverts à tous, on va dire. J'organise beaucoup d'événements en CE d'entreprise, ça oui, où les entreprises me font venir dans le cadre d'événements d'entreprise, voilà, de comités d'entreprise qui organisent leurs réunions, leurs événements de fin d'année par exemple, ou leurs colloques. Voilà, ça je fais beaucoup. Donc là, en tant que conférencier, euh, et en tant aussi que leader de masterclass pratique, on va dire, ça j'en fais beaucoup. Euh, Sorti du cadre corporate, on va dire, donc de l'entreprise, j'en fais beaucoup moins. Voilà, je suis pas moniteur, quoi. Je suis pas moniteur d'apnée, c'est pas mon boulot.
Donc je fais pas de stage comme ça ouvert au grand public, malheureusement. J'ai pas le temps. Et puis, et j'en ai pas forcément l'envie. Voilà, j'ai des Ouais, camarades qui le font beaucoup. Je pense à mon camarade Pierre Frola, par exemple, qui en fait énormément, qui a même une école, lui, carrément à Monaco. ouais. Moi, j'en fais moins. Voilà, ça m'arrive, hein, Ouais. mais c'est rare. Ouais, c'est une histoire d'envie de. Il faut avoir envie d'enseigner déjà, hein. Voilà, C'est pas la même chose. alors je fais beaucoup de choses. Alors je fais des opérations de com, si aussi beaucoup. Ça m'arrive avec sur des échanges de visibilité, par exemple, avec des influenceurs ou avec d'autres sportifs de haut niveau, par exemple aussi, ou avec des comédiens. Voilà, ça peut m'arriver sur des one shots comme ça très spécifiques, hein, mais ça c'est des opérations de com en réalité. Ça s'appelle Euh, échange de visibilité. C'est oui, le bah, nom. Ouais. c'est-à-dire moi je fournis par exemple du contenu intéressant pour des influenceurs ou des personnalités qui ont envie d'avoir un contenu hyper original et de vivre une expérience unique hors du commun où je les amène pratiquer l'apnée soit Ah en oui, mer, soit en fosse et je leur fais essayer ma méthode de respiration. Donc un truc assez complet. Il peut même y avoir de l'eau froide d'ailleurs aussi, hein, ça m'est déjà arrivé. Euh, mais sinon, ça se fait en eau tempérée, enfin, je veux dire, de manière classique. Donc eux, ils ont un contenu détonnant, original, ils vivent une expérience. Et moi, de l'autre côté, ça me donne une visibilité, quoi, pour développer ma communauté. ouais, bien sûr. Donc voilà, tout le monde est content et puis ça fait avancer le schmilblick. Ouais, je Donc ça, demandais c'est parce que j'avais vu il y a quelques semaines un stage dans les Alpes, découverte d'apnée sous glace. C'est pour ça que je demandais. J'étais ah très bah ça, par tenté, mais exemple, j'ai pas pu c'était venir. un des, voilà, ça c'est un des rares c'est un des rares stages, voilà, que j'organise justement ouvert au public. Mais voilà, c'est relativement rare. J'en ferai peut-être un peu plus dans les années qui viennent. Là, par exemple, je vais organiser des stages en Norvège pour aller plonger avec les orques l'hiver prochain. Donc ça va être ouvert au public. Par contre, par exemple, donc ça peut, tout le monde peut venir, mais voilà, c'est Il faut relativement déjà rare. avoir une expérience de l'apnée, j'imagine, pour faire ça. Non, 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 Non? ça se passe en surface, hein, les orques sont en Ah oui. surface, donc il n'y a pas besoin de descendre. Donc c'est du snorkeling, hein, même il n'y a même pas d'apnée à faire, hein, donc on peut être simplement en snorkeling en surface et on les voit déjà, il n'y a pas de problème. Donc non, non, ça on peut être totalement débutant. Avec des grosses combinaisons bien épaisses, donc c'est D'accord, sécurité. totalement à la portée de n'importe qui. Non, mais sinon, là où j'interviens beaucoup avec du public, c'est vraiment en entreprise, quoi. Voilà, en comité D'accord. d'entreprise, conférences et ateliers pratiques, les deux. Mais en entreprise, la plupart du temps, c'est vraiment en entreprise. Très bien. Une dernière question. Bon, donc moi j'ai adoré ton livre, même si, comme tu me disais, il date d'il y a quelques années. Mhm. Est-ce que tu lis beaucoup? Quel livre as-tu le plus recommandé ou offert à des amis ces derniers temps? Quel est le livre que j'ai le plus offert à des amis? C'est une bonne question. Je suis pas un gros lecteur. Après, il y a des livres qui m'ont marqué. Euh, Là, en ce moment, je lis L'Ordre du Temps de Carlo Rovelli. Je lis des revues de cinéma aussi en ce moment. Euh, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai offert Ou quels sont les livres qui t'ont marqué justement dont tu Les livres parles? qui m'ont marqué, bah, j'adore Vian. L'écume des jours m'a beaucoup Hmm. marqué. J'ai lu pas mal de Vian. J'ai lu pas mal de science-fiction. J'adore Philippe K. Dick. Je suis un grand fan de Blade Runner. J'ai lu, ouais, voilà, de la SF. Ouais, je lis pas mal de SF. Des polars aussi. Si je lis, en tout cas, je lis ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'en ce moment, ça fait plusieurs années que je lis vachement moins. Et d'ailleurs,
j'aimerais bien m'y remettre un petit peu à la lecture. Il faut prendre le temps de lire aussi, ça Faut être c'est disponible difficile. mentalement, c'est sûr, ouais. Faut être disponible mentalement, faut prendre le temps de le faire. Euh, et en ce moment, c'est vrai que je suis plus dans la musique pour le coup, et c'est dommage en plus que je lise pas, hein, parce que la lecture m'aide pour l'écriture aussi, donc Ah, je c'est sais que sûr. quand je lis beaucoup, j'ai plus de facilité à écrire derrière. Écrire de la Euh, musique ou écrire pour le non, non, documentaire. écrire les deux d'ailleurs, mais non, écrire pour la musique, d'écrire D'accord. des textes. Donc, Bah ouais, tout est lié, euh, hein, de toute façon. ouais, ouais, donc j'ai vraiment, j'aimerais beaucoup m'y remettre plus sérieusement en tout cas. Ouais. Très bien. Et avant de nous quitter, est-ce qu'il y a un message que tu voulais faire passer aux auditeurs sur l'apnée ou sur autre chose? Euh, oui, oui, bah intéressez-vous à l'apnée. Euh, pratiquer pratiquer de manière encadrée. Alors jamais d'apnée seule, c'est la règle numéro un. Jamais d'apnée seule, même dans sa baignoire. Hein, on peut se noyer dans une baignoire. Donc jamais d'apnée seule. Rapprochez-vous d'un club, il y en a un peu partout. C'est un sport hyper tendance, hyper accessible. On n'est pas obligé de faire de la compétition. On peut rester dans sa zone de confort. Ça suffit pour en ressentir les bienfaits. Voilà, essayer de voilà, ouais, rapprochez-vous d'un club, pratiquez, faites de l'apnée. Moi, je pense que l'apnée va sauver le monde, hein, si c'est pas déjà fait. Ouais, ouais. Et puis c'est quand même une discipline qui permet de, ouais, c'est un vrai sport thérapie qui permet qui permet aussi de s'évader et d'accepter le quotidien dans lequel on vit, qui peut être particulièrement difficile, notamment en ce moment pour beaucoup de gens. Donc voilà, je pense que ça peut être une véritable, ouais, une véritable manière de se retrouver, et de travailler sur soi, voilà, dans Aussi ces temps bien, mouvementés. aussi bien en mer qu'en piscine. Ok, Ouais, merci, super. tout à fait, ouais. Ok, merci beaucoup Arthur d'avoir pris le temps d'être là. Merci. Je rappelle qu'on peut te trouver sur Instagram, c'est Mhm. Arthur Guérin-Boéry, ou, si, ou sur d'autres plateformes peut-être, LinkedIn ou autre, Instagram, Facebook, LinkedIn, les voilà, classiques. grosso modo. Merci à tous d'avoir écouté. Si cette Merci. conversation vous a plu, si vous avez envie d'en écouter d'autres, alors n'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'en parler autour de vous. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant ce podcast et mes activités d'écrivain sur mon site www.ameljonathan.com. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma newsletter pour recevoir mon dernier roman gratuitement et toutes les informations sur les prochains épisodes des créateurs. Merci à tous et à bientôt sur les créateurs.